La médiation culturelle, c'est une forme de médiation particulière. Dans toute médiation, il y a un conflit. Et en général, dans les autres médiations, les médiations sociales et autres, il s'agit de régler le conflit. Or, il se trouve que dans la médiation culturelle, il ne s'agit pas de régler le conflit, il s'agit de montrer où est le conflit, pour que la personne à qui s'adresse la médiation le règle éventuellement elle-même, si d'ailleurs c'est intéressant de le régler. Mais la question, c'est que le médiateur, contrairement à d'autres médiations, le médiateur culturel n'est pas quelqu'un qui se substitue au travail de celui à qui il s'adresse, mais qui au contraire amène la personne à se poser la question ou le problème, ou à repérer le lieu où elle est en conflit avec une activité artistique ou culturelle quelconque. C'est toujours le même problème. Dans le champ social, on a deux types de problèmes. On a un problème qui est un problème de fond. Simplement, il faut que les gens vivent, soient logés, habillés, nourris, etc. Et puis il y a autre chose, qui est justement ce que peut apporter la médiation culturelle. Parce que dans le fond, les individus qui sont en difficulté n'ont pas qu'une difficulté. Ils ont toujours une série de difficultés. Et ces difficultés sont toutes articulées les unes aux autres. En général, ils ont un problème de travail, etc., mais aussi un problème à la limite de loisirs, de culture, etc. Et quand on ne règle qu'un problème, on ne règle pas tous les problèmes. Et du coup, on ne les sort pas de la situation dans laquelle ils sont. En tout cas, on ne les aide pas à s'en sortir. En revanche, si on arrive à prendre les choses de façon globale, la médiation culturelle a toute sa place. Parce que c'est un des éléments qui permet aux individus de se saisir de quelque chose de leur propre existence et d'une certaine manière de redevenir autonomes, ce qui est quand même le but de l'action sociale et de l'action culturelle. Mais c'est une intervention spécifique. C'est pas tout à fait la même intervention que de simplement trouver une allocation, aider les gens à faire un CV pour trouver du travail. C'est autre chose. C'est une autre démarche dans laquelle, justement, cette dimension d'autonomie est fondamentale. Comme je le disais tout à l'heure, dans le fond, ce qu'il s'agit de faire, c'est de faire en sorte que les gens se saisissent du conflit, se saisissent du problème. Et dans le fond, dans l'assistance sociale, et le terme est assez juste de ce point de vue-là, on gère pour l'autre. On a trop tendance à gérer pour l'autre. Alors qu'en fait, dans la médiation culturelle, on va amener les sujets à prendre en main quelque chose de leur existence. Et finalement, c'est peut-être plus facile pour eux de le prendre dans le domaine culturel que dans le domaine social, entre guillemets, pur. Oui, ces notions d'intégration, d'inclusion, ils sont tous un inconvénient. Tous ces termes ont un inconvénient. On comprend bien ce qu'il y a derrière, hein, mais tous ont un inconvénient, c'est qu'ils placent l'individu, le sujet, par rapport à une entité extérieure qu'il devrait rejoindre. Alors qu'en fait, c'est pas le problème. Parce que les individus ne sont pas désocialisés, ça n'existe pas un individu désocialisé, sauf quand il est mort et encore. Bon. Donc ça n'existe pas un individu réellement désocialisé. On est toujours participant d'une société, y compris celui des SDF à la limite. Bon, je dis bien c'est une limite. Mais, et donc en fait il faudrait trouver un autre terme. Et peut-être qu'il faut plus chercher du côté de la reconstitution d'une autonomie. Le problème, c'est de retrouver à l'intérieur d'un groupe auquel on appartient, de toute façon toujours, une certaine autonomie et ne plus dépendre d'un environnement qui est dans l'assistance d'une certaine manière, ou qui, en tout cas, dont on dépend d'une certaine manière. Ce qu'il s'agit de retrouver, c'est d'une autonomie de vie, et beaucoup plus que d'intégrer un groupe qu'on n'a jamais quitté d'une certaine manière, même si on y occupe une situation ou une place qui est différente de la majorité des gens qui participent au même groupe. Mais dans le fond, les SDF n'ont pas quitté la communauté française, que je sache, bon, etc. Et donc ils sont, et même ceux qui sont en prison, je veux dire, ils sont dans une institution qui dépend de l'État, ils sont pas hors société, ils sont dans la société, dans une situation dont ils souffrent et pour lesquels il s'agit de leur donner les moyens qui sont à la fois des moyens matériels, ça c'est du côté, je dirais, de l'assistance sociale, qui fait un boulot essentiel, bien évidemment,
mais aussi des moyens intellectuels, des moyens, j'allais dire, presque psychologiques, qui leur permettent de s'assumer comme faisant partie de ce groupe et d'y acquérir une certaine forme d'autonomie. Personne n'est totalement autonome dans la société, on dépend toujours de quelqu'un d'autre, mais on est plus ou moins autonome, plus ou moins dépendant, si on veut. Et il y en a qui sont beaucoup plus dépendants que d'autres et qui en souffrent. Et c'est cette souffrance qu'il faut supprimer, c'est cette souffrance qu'il faut éliminer. Le seul moyen de la supprimer, c'est de retrouver de l'autonomie. C'est pour ça qu'intégration, insertion, tout ça, inclusion, sont des termes dont je comprends qui choquent, parce qu'ils séparent l'individu du groupe, alors qu'en fait, il n'en a jamais été séparé. La question des droits culturels, j'allais dire, c'est la question de tous les droits. Il faut savoir si les gens sont en situation de les exercer. Et c'est bien le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de droits que nous ne sommes pas en situation d'exercer, pour des tas de raisons. Et les droits culturels en font partie, bien évidemment. On n'est pas en situation d'exercer ces droits culturels pour des tas de raisons qui peuvent être économiques, qui peuvent être sociales, qui peuvent être politiques, qui peuvent être etc. Mais dans le fond, la question du droit culturel, c'est la question, encore une fois, de tous les droits, c'est-à-dire dans le fond de la position de citoyen. Et la question, c'est de savoir si on arrive à être un citoyen. Alors, citoyen culturel, c'est un citoyen comme un autre. Ça fait partie de la citoyenneté. Et la médiation culturelle est là justement pour faire en sorte que les individus soient capables à un moment donné de se poser la question de l'exercice de ces droits. Oui, il y a des erreurs, il y a une erreur majeure, à mon avis, dans la médiation culturelle. J'y ai fait allusion il y a 2 minutes. Ça consiste à expliquer les choses. Et je pense que le médiateur, c'est pas quelqu'un qui explique. Si les artistes ont fait l'effort de produire une œuvre qui est en décalage par rapport à ce qui est attendu par le public, c'est-à-dire s'il a changé les codes, c'est pas pour qu'un médiateur vienne dire le vrai code c'est ça. Non. Il faut laisser la nouveauté du code transformer, dévier, décaler, pour justement que les sujets sociaux aient accès à l'idée qu'il y a du code. Et c'est en fait ça le fond de la médiation culturelle. C'est de montrer que tout ça c'est codé, que tout est codé. Tout est codé dans les activités artistiques, mais également dans la société. Et dans le fond, si l'art a une fonction, et moi je dis qu'elle a une fonction critique, il a une fonction critique, les arts plutôt ont une fonction critique, c'est que justement, à partir du fait qu'il s'agit de quelque chose qui est un artefact, on découvre l'existence du code qui permet de comprendre qu'il y a du code dans la société et que ce qui nous paraît être, entre guillemets, naturel, ne l'est absolument pas et entièrement construit, Marx dirait idéologiquement. Et que dans le fond, si on n'a pas l'idée que c'est une idéologie, on croit que c'est vrai. Alors que dans le fond, c'est du construit. Je ne dis pas que c'est faux, ni que c'est vrai, d'ailleurs, c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir si notre rapport au réel est un rapport qui nous permet d'agir dans ce réel de façon autonome. Oui, c'est pas mal choisi, invitation au voyage. D'abord parce qu'invitation, c'est pas un ordre, c'est une invitation. Donc, ça maintient la liberté de celui à qui il peut dire non. Et je crois que c'est très important. J'ai beaucoup choqué des étudiants il y a quelques années, quand j'étais en région, et que je les emmenais dans un musée, et qu'un étudiant, à un moment donné, on discutait avec le conservateur du musée, c'était à Grenoble, et le conservateur du musée est en train de parler d'un tableau, et l'étudiant était ailleurs. Et à un moment donné, le conservateur lui dit « mais ça n'a pas l'air de vous intéresser ». Et l'étudiant lui dit « écoutez, moi, j'ai visité votre musée, c'est pas ce tableau-là qui m'intéresse, celui-là, je le trouve nul, il ne m'intéresse pas du tout. Mais en fait, ce que je voudrais le tableau dont je voudrais que vous parliez, c'est celui-là. » Donc il lui désigne un autre tableau. Donc il n'y avait pas un désintérêt par rapport au tableau, mais il trouvait qu'il n'y avait pas de raison de parler de ce tableau-là plutôt que d'un autre, et que c'était l'autre qui l'intéressait, c'est là que et je dis toujours, on a le droit de ne pas aimer. Donc
droit de dire non à une invitation. Et puis c'est un voyage, c'est vrai. En tout cas, c'est un parcours, c'est une trajectoire. Alors, voyage, c'est pas mal. Moi, j'aime bien déambulation, j'aime bien balade, j'aime bien des termes comme ça. Donc, une invitation, je dirais peut-être une invitation à la balade, une invitation à la déambulation libre, ça m'irait assez bien. Mais voyage, c'est bien.